Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ce mercredi 10 février 2016, un conseil des ministres s'est tenu, ici même au palais de la présidence de la République, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce conseil avait à son ordre du jour des mesures générales, des mesures individuelles, ainsi que des communications. Au chapitre mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2016-20 du 27 janvier 2016, portant modification de la loi 2014-136 du 24 mars 2014, portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Nous étions déjà passés ici vous présenter cette ordonnance. Ce projet de loi adopté ce jour vise à obtenir la ratification par l'Assemblée nationale de l'ordonnance 2016-20 du 27 janvier 2016, préalablement prise par le président de la République donc dans le cadre de l'exécution de son programme économique et financier et conformément à l'habilitation législative prévue par la loi portant budget de l'État pour l'année 2016. Au titre du ministère de la Justice, deuxième point, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une ordonnance relative au renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d'appurement du passif, ainsi que la loi portant ratification de la dite ordonnance. Cette ordonnance intervient dans la dynamique de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, adopté en septembre 2015 par notre pays, avec tous les autres pays membres de l'espace OHADA. Il s'agit ici donc de travailler à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. C'est donc un texte qui complète bien d'autres précédemment pris dans le même objectif. Nous passons au chapitre des projets de décret. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires. Ce décret intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes introduites par l'acte uniforme, là aussi, portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, en vigueur dans notre espace OHADA, depuis le 24 décembre 2015. Ce décret crée, organise, conformément aux dispositions communautaires, le fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires. Cette commission est désormais dotée de pouvoirs d'investigation étendus pour s'assurer, entre autres, de la bonne moralité des mandataires judiciaires et du respect par les personnes désignées des lois et règlements en vigueur et du bon déroulement des procédures dans notre pays. Là aussi, ce texte contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. Au titre du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un décret modifiant certains articles du décret numéro 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire, tel que modifié par le décret numéro 2014-363 du 12 juin 2014. Ce décret apporte des correctifs en intégrant, par exemple, des dispositions permettant d'assurer, sur la base des risques notés à ce jour, un meilleur contrôle des projets de construction pour lesquels l'obtention d'un permis de construire est exigée. Il y a donc une classification qui a été faite, des mécanismes de contrôle obligatoires ont été mis en place. Ils vont être réalisés par des services compétents qui ont été désignés, là aussi, par ce décret. Ce décret élève ainsi la réglementation nationale relative au permis de construire au niveau des standards internationaux. Il va permettre principalement d'assurer une meilleure sécurité pour nos populations, donc qui auront à habiter ces locaux ou à y passer,
Mais ce décret contribue également, comme les précédents, à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. Troisièmement, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté 2 décrets qui ont le même objectif. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 601 981 890 $ US, soit environ 350 milliards de francs CFA, conclu le 7 décembre 2015 entre la banque Exim Bank Chine et notre pays, en vue du financement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Le deuxième, je l'indiquais tout à l'heure, donc porte sur le même objet, la réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, et il est d'un montant, il porte sur la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Ces 2 projets vont permettre de soutenir le programme de relance économique de notre pays en garantissant une amélioration de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire. Ici, il s'agit particulièrement du renforcement des capacités du système de transport de notre pays. Ces financements vont par exemple permettre la construction et la réhabilitation de postes de transformation, 225 et 90 kV, et ils vont également permettre la construction de lignes de transport, de 1500 km de lignes de transport. Et accessoirement, ils permettront l'électrification de 500 nouvelles localités sur l'ensemble du territoire national. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination d'ambassadeurs. Il s'agit premièrement de M. Brima Acha Camara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Sierra Leone près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Monrovia. Deuxièmement, de M. Ri Yong-il, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Et il s'agit enfin de M. Timothy Mwaba Walamba, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Le Conseil a également adopté une communication relative aux délibérations des réunions du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, réunion tenue les 4 et 8 février 2016. Je vous donne immédiatement lecture des décisions prises par ce comité et donc validées ce matin en Conseil des ministres. Les nominations suivantes de directeurs de cabinet ont été validées par le Conseil des ministres au titre des nominations dans les administrations. Ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, M. Malan Jean-Paul. Ministère de la Justice, M. Koulibaly Mohamed Vabé. Ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Diamoutene Alassane Zié. Ministère de l'Éducation nationale, M. Cabran Assoumou. Ministère des Transports, M. Soro Bakari Dofangui Benjamin. Ministère de la Culture et de la Francophonie, M. Fosseni Dambélé. Ministère des Eaux et Forêts, M. Soro Doplé Claude. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Thiam Hassan. Toujours les nominations au titre de directeur de cabinet. Ministère du Pétrole et de l'Énergie, M. Kofi Ndri. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mme Kaba Nasséré. Ministère des Infrastructures économiques, M. Ekwini Koné Gilbert. Ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, M. Brahima Fofana. Ministère des Sports et Loisirs, M. Moumouni Silla. Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Gala Armand Muller Kwame. Ministère auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances, M. Adama Koulibaly, ministère de l'Habitat et du Logement social, M. Kpagny Moro Albert, ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Aonzo Avou Nyankan Alexis, ministère de l'économie numérique et de la Poste, M. Apete André Augustin, ministère de la construction et de l'urbanisme, M. Diabaté Kaladji, ministère du tourisme, M. Afing Kwasi Ndri Germain, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Kanga Ndoa Jean-Jacques. Le Conseil a également validé la nomination du secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État en mer. Est nommé secrétaire permanent de ce comité, M. Fofana Abroulaye. Nous fermons le chapitre des nominations et passons à celui des communications. Le Conseil a adopté donc cette première communication qui est relative à la 40e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, donc la FANAF. Sous le haut patronage du président de la République, la FANAF, qui regroupe donc toutes les sociétés d'assurance et de réassurance opérant dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, du centre et des Grands Lacs. Cet événement se tiendra du 15 au 18 février 2016 à Abidjan, réunira environ 1000 délégués venant de tous les continents pour réfléchir sur les thèmes de l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique. Évidemment, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures pour faciliter le séjour des délégués et permettre la bonne tenue de cet événement en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, au titre du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil a adopté une communication relative à l'atelier de prévalidation des documents et au séminaire gouvernemental sur le programme de travail gouvernemental 2016. En prélude au séminaire qui va se tenir le 22 février 2016, un atelier a eu lieu à Grand-Bassam, qui a permis de prévalider les documents qui seront analysés à l'occasion du séminaire gouvernemental. Ce séminaire, je l'indiquais tout à l'heure, aura lieu le lundi 22 février 2016, ici même au Palais de la Présidence de la République, et il sera présidé par le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Et comme d'habitude, chacun des ministres présentera les priorités pour l'année 2016 de son ministère, priorités basées sur les cinq grands axes stratégiques qui ont déjà fait l'objet de présentation par le chef de l'État lui-même et par le Premier ministre. Il s'agit notamment du renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, de la transformation de l'économie, de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, de la promotion de la jeunesse et de la femme, et, comme vous le savez, de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Troisièmement, au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 8e réunion du Conseil des ministres et de la 9e réunion du comité des experts du Conseil de l'entente à Abidjan. Ces deux réunions se sont tenues le 5 février 2016. Elles ont permis l'adoption du budget 2016 du secrétariat exécutif du Conseil de l'entente et ont également permis au Conseil de l'entente de porter une attention particulière sur les réformes en cours au Centre régional de formation pour l'entretien routier, le CERFER, ainsi que sur la problématique des sources de financement alternatives. Quatrièmement, au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative au projet approvisionnement de la Côte d'Ivoire en gaz naturel liquéfié. Cela pour faire face au déficit croissant de gaz naturel qui alimente le secteur de l'électricité en ce moment. Le Conseil a décidé donc d'apporter une solution durable en créant une société qui va être une joint venture entre les sociétés Petroci Holding Côte d'Ivoire Énergie et le secteur privé. La structure mise en place sera chargée
en synergie avec celle que j'ai citée tout à l'heure, d'assurer donc l'approvisionnement de notre pays en gaz naturel liquéfié, donc plus facilement disponible que le gaz naturel produit par notre pays. Donc cette structure sera chargée plus précisément de l'importation du gaz naturel liquéfié, de la location du bateau équipé qui va permettre le stockage de ce gaz liquéfié et la transformation en gaz pour son utilisation par les industries et les ménages. Cette société sera également chargée de la construction et de l'exploitation des terminaux et des gazoducs associés. La deuxième communication est relative à la cession des actifs et activités du réseau de distribution de Petrosi Holding. Cela pour faire face aux difficultés financières de la société Petrosi Holding, liées principalement à la chute des cours du pétrole brut, comme vous le savez. Il a donc été fait un audit organisationnel et social, suite auquel ces décisions ont été prises et le Conseil a instruit le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de conduire donc les négociations entre Petrosi Holding et Puma Énergie, qui est la société candidate à la reprise des actifs et activités de distribution de Petrosi. Cette opération va formellement se conclure plus tard, après la finalisation des études et des valorisations qui sont en cours. Cinquièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a autorisé, au regard des ressources végétales de grande qualité qui sont mises au point par nos structures nationales de recherche agronomique, donc a décidé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV. La qualité de membre de cette convention permettra de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs ivoiriens sur leurs variétés végétales nouvelles au niveau international. Sixièmement, au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a adopté une communication relative au rapport d'étape des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, ces Jeux auront lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le Conseil a noté qu'en dépit de quelques difficultés, le chronogramme d'organisation des Jeux se déroule de façon relativement satisfaisante. Conformément au statut du Comité international des Jeux de la francophonie et des règles des Jeux, le Comité national des Jeux de la francophonie a été mis en place. Le cahier des charges et les obligations contractuelles ont été signés entre notre pays et les institutions de la francophonie. Il concerne l'ensemble des acteurs d'organisation de ces Jeux, l'élaboration de pré-plans, les programmes préliminaires de compétitions sportives, des concours culturels, etc. En vue de résorber les difficultés qui subsistent à ce jour et d'accélérer la mise en œuvre du chronogramme, le Conseil a autorisé le recours à un certain nombre de procédures d'urgence dans l'exécution des marchés, par exemple. Le Conseil a également donné son accord en vue de la création de 2 postes supplémentaires de vice-président au niveau du comité de pilotage de ce projet. Septièmement, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une visite qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 24 au 27 février 2016 du directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, M. Michure Furusawa. Cette visite intervient dans un climat, comme vous pouvez le voir, de confiance entre la Côte d'Ivoire et cette institution, qui s'est traduite par la conclusion favorable de la 8e revue du programme économique et financier qui a été réalisé par le FMI
récemment. Évidemment, la Côte d'Ivoire et le FMI échangeront sur les modalités de poursuite de la politique budgétaire, de l'approfondissement des réformes, tout cela en vue de consolider les résultats excellents à ce jour obtenus par notre pays au plan économique. Huitième point de communication, il s'agit d'une communication au titre du ministère de l'Agriculture. Elle est relative à l'ouverture de la campagne 2016 de commercialisation de l'anacarde. Comme vous le savez, une réforme importante a été entreprise par notre pays il y a quelques années, à la demande expresse du chef de l'État. Et nous pouvons voir aujourd'hui les résultats extraordinaires que cette réforme a permis de produire. Notre pays aujourd'hui produit 702 000 tonnes d'anacarde, 702 000 tonnes d'anacarde, ce qui en fait le premier producteur mondial. Contre, pour vous montrer la hausse, contre 565 000 tonnes en 2014. Donc, d'une année à l'autre, une croissance de 24%. Le prix plancher l'an dernier avait été fixé à 275 francs contre 225 francs en 2014. Et le prix moyen qui a été observé au cours de l'année a été de 410 francs. De 410 francs, avec même des pointes à 600 francs le kilo. Tout cela a permis un accroissement du revenu distribué aux paysans de 119 milliards de francs CFA. De 119 milliards de francs CFA. Et j'insiste, c'est de l'argent qui est allé directement dans les poches des paysans. Les revenus sont passés exactement de 169 milliards de francs CFA en 2014 à 288 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 70%. Nous qui allons souvent dans ces zones, nous pouvons voir la réalité de cette transformation dans la vie des populations. Il s'agit d'une réelle amélioration des conditions de vie de ces populations. Nous voyons le nombre d'infrastructures, le nombre de constructions nouvelles qui sont réalisées par ces paysans. Et tout cela conduit évidemment à une production qui est plus importante, à une production qui est de meilleure qualité, je devrais dire aussi. Et tout cela nous positionne donc à ce niveau très important au plan mondial. Il reste évidemment une problématique, celle de la transformation locale. Aujourd'hui, notre pays ne transforme que 6%, ce qui peut être présenté comme une faiblesse, mais en même temps, ce qui montre l'important potentiel de transformation dont notre pays dispose. Évidemment, des instructions ont été données par le chef de l'État pour accélérer le programme de transformation. L'objectif étant, à l'horizon 2020, d'être pratiquement à 100% de transformation, de première transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire avant son exportation. Donc, sur toutes ces bases, le Conseil a approuvé le barème et les prix suivants pour la campagne 2016. Le prix plancher obligatoire est fixé à 350 francs CFA le kilo aux producteurs. Pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 375 francs le kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 432 francs le kilo. J'ai bien indiqué à chaque fois qu'il s'agit d'un prix plancher. Autrement dit, tout le reste peut se faire par négociation entre le producteur et l'acheteur. Bien entendu, le prix convenu entre les deux ne devra pas être inférieur à ce que je viens d'indiquer. Le Conseil a également fixé, à la date du 15 février 2016, l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016. Enfin, le Conseil a donné son accord pour la prise de mesures en vue de permettre au Conseil
du coton et de l'anacarde, de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour permettre le respect strict des prix que je viens d'indiquer. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel des points échangés et traités ce matin en Conseil des ministres. Je me tiens à votre disposition pour prendre des questions. Monsieur le ministre, Kolo Koulibaly, Radio Côte d'Ivoire. Je voulais revenir un peu sur le permis de construire. Les modifications, c'est exactement à quel niveau? Au niveau de l'attribution du contrôle? Et puis juste un commentaire sur les sorties des deux secrétaires généraux du PDCI et puis du RDR. On peut dire qu'ils sont à couteau tiré? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, sur le permis de construire, chacun connaît bien la problématique. Il s'agit premièrement de nous conformer à des dispositions communautaires, mais je l'indiquais, ça c'est le but accessoire, le but principal étant surtout de protéger nos populations, de protéger nos populations contre des constructions anarchiques, des constructions de mauvaise qualité. Donc faire en sorte que les constructions en Côte d'Ivoire soient faites selon des normes de qualité évidemment, qui protègent les individus. Il y a évidemment d'autres facteurs qui vont jouer, les notions de plan d'urbanisme, etc., mais l'essentiel que nous devons retenir, c'est la protection des populations. Donc sur cette base, il a été déterminé des catégories de logements ou de construction, ou de bâtiments, des catégories de bâtiments, disons-le comme ça pour simplifier. Dans ces catégories de bâtiments, il y a des bâtiments qui n'auront pas besoin d'un permis de construire. Il faudra néanmoins faire une demande et déposer évidemment cette demande-là aux autorités qui sont en charge du contrôle du permis de construire. Il s'agit notamment des maisons d'habitation, qu'on peut classer dans la catégorie habitat social. C'est-à-dire que c'est des maisons en rez-de-chaussée, sans sous-sol et sans trop de complexité au plan de la construction. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, d'autres catégories ont été définies, donc qui vont des situations les moins complexes à celles qui sont les plus complexes. Et dans chacune de ces catégories, il a été demandé un certain nombre de documents donc, que le constructeur devra expressément produire ou obtenir. Là, je ne vais pas vous en donner la liste, mais vous pourrez aller au décret pour avoir la liste des documents qui sont demandés à chacun de ces niveaux. Il y a un tableau qui a été produit, donc, qui va être rendu public par le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. Donc, a priori, tout cela devrait permettre d'avoir un habitat de meilleure qualité, un meilleur respect des plans d'urbanisme et surtout d'assurer une meilleure sécurité pour les populations et éviter, par exemple, les drames que nous avons connus il y a quelques années. S'agissant de votre deuxième question, nous sommes ici, je pense, à un point de presse du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a en son sein des gens du PDCI et des gens du RDR, mais ce n'est pas le lieu de commenter les problèmes qu'il peut y avoir les problèmes éventuels, parce que je ne sais même pas s'il y en a, qu'il pourrait y avoir entre PDCI et RDR. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Ouattara Wakaljo de Frat Matinfo. Alors, Monsieur le ministre, à son retour lors de son récent voyage en France, le président de la République a dit, je répète sa phrase, « Je n'enverrai plus d'Ivoiriens à La Haye ». Est-ce a dit que la décision d'envoyer son frère, comme l'habitude de l'appeler Laurent Gbagbo, et par ricochet son fils Blé Goudé à La Haye, est une décision qu'il avait prise personnellement. Deuxième question, toujours sur la CPI. Après cette décision, le président dit qu'il n'enverra plus d'Ivoiriens à La Haye. Est-ce a dit que c'est une manière pour lui d'avoir des moyens de refuser d'envoyer des personnes de son propre camp qui seraient réclamées par la CPI, au cas où? Cette déclaration du président de la République, il a pris soin de l'expliquer lui-même.
il a bien indiqué qu'au moment où la décision de transfert du président Gbagbo se prenait, notre justice n'était pas en mesure de le juger localement. Et je pense que chacun de vous était déjà présent en Côte d'Ivoire ou témoin de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Nous étions à un moment extrêmement compliqué où il y avait des problèmes sécuritaires, où il y avait des problèmes au niveau de la justice qui étaient réellement en lambeaux, pour utiliser le terme du chef de l'État. Et effectivement, à ce moment-là, il lui était difficile de considérer qu'un tel procès pouvait se tenir en Côte d'Ivoire. Et je dois dire qu'en ce moment-là, le mandat d'arrêt contre Blé Goudé avait déjà été lancé par la CPI, ce qui a justifié, j'allais dire, l'attitude qu'a adoptée ensuite la Côte d'Ivoire. Mais depuis, nous n'arrêtons pas de dire que les choses se sont améliorées, que désormais, notre pays est en mesure d'assurer un jugement indépendant, impartial, de bonne qualité en Côte d'Ivoire, de toutes les personnes, y compris de celles qui seraient coupables d'infractions ou de crimes susceptibles d'être jugés par la CPI. Évidemment, la Côte d'Ivoire est État partie de la CPI, donc tiendra ses engagements en tant qu'État partie, mais il faut dire que chaque pays membre a également son avis à donner. Chaque pays peut, sur chacun des cas, effectivement, adopter une attitude propre, j'allais dire. Donc, il s'agit surtout de permettre que la justice se fasse quand il y a des crimes susceptibles d'être jugés au niveau de la CPI. À partir du moment où cette justice peut se faire localement, j'insiste, l'État peut justifier et l'expliquer à la CPI. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Pour un cas qui est passé, mais probablement pour d'autres cas, s'il y en a demain, s'il y en a et que nous sommes en mesure de juger ces personnes localement en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire conservera la même position. Je pense qu'il n'y a absolument rien d'anormal à le dire de cette façon et à l'entendre de cette façon-là. Hier, suite à une opération de déguerpissement à Adjamé, oui. Bon, il y a eu une opération de déguerpissement. Oui. Oui. Il y a eu le domicile du maire d'Adjamé qui a été attaqué. Alors, je voudrais savoir si le gouvernement en a parlé et quelles sont les dispositions qui ont été arrêtées. Non, le gouvernement n'en a pas parlé. Évidemment, nous suivons l'actualité. Le seul commentaire que je me permettrai de faire en l'espèce, c'est évidemment regretter les actes de violence et surtout regretter que les populations, dans certains cas, heureusement, ce n'est pas un nombre très élevé, dans certains cas, se donnent justice. Et il faut éviter cela. Il y a des moyens de recourir à la justice, des moyens de porter plainte contre des décisions, y compris des décisions de l'État. Donc, si des personnes estiment, par exemple, qu'elles sont déguerpies dans des conditions qui ne sont pas des conditions autorisées par nos textes, par nos lois, évidemment, elles peuvent porter plainte. Elles peuvent se plaindre au-delà de la justice à divers autres niveaux. Le ministère en charge ou le ministère qui assure la tutelle des maires, par exemple, des communes, c'est le ministère de l'Intérieur, donc qui aurait pu être un premier recours. Il y a le Premier ministre, etc. Enfin bon, donc c'est le commentaire que je ferai, donc demander aux populations, quand elles sont dans ce type de situation, d'éviter ce genre d'actes, ces actes de vandalisme qui, en réalité, n'apportent rien. Elles ne font que retarder, elles ne font que faire perdre à toute la communauté. Même si là, c'est un domicile qui a été attaqué, elles ne font que faire perdre parce qu'il y a des biens qui sont détruits, qui ont été achetés avec des moyens. Bonjour, Monsieur le ministre. Noël Conan de l'Éléphant déchaîné.
Récemment, la société en charge du contrôle technique des véhicules réunis à Yamoussoukro a fait un point des visites techniques effectuées par les véhicules en circulation sur le territoire ivoirien. Sur environ 1 million que constitue le parc automobile, on se rend compte que un tiers seulement des véhicules en circulation effectuent réellement la visite technique. Le reste, on n'en sait rien. Quel commentaire vous inspire ce point, ou je dirais ce bilan fait par le responsable de la SICTA? Une autre question encore, elle est relative à une situation que nous constatons à Abidjan. C'est relatif à l'environnement, la protection de l'environnement. Certains individus, on a tellement de pneus usés, ils ne savent pas quoi en faire. Ils brûlent ça à ciel ouvert chaque soir ou je dirais chaque matin, un peu partout dans plusieurs communes d'Abidjan. La Côte d'Ivoire aspire à être un pays émergent en 2020 et on constate encore de tels comportements qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Quelles mesures le gouvernement compte prendre pour que tout cela cesse? Bon, s'agissant de la première question, nous n'avons pas d'informations officielles. Et les chiffres que vous indiquez, je ne peux pas les confirmer. Admettons que vous ayez raison, tout ce que nous pouvons dire, c'est regretter cette situation-là. Je pense que l'État ou le gouvernement a pris toutes les mesures permettant d'avoir un contrôle sur l'état des véhicules qui circulent dans notre pays. C'est ce que nous devions faire et je pense que nous l'avons fait. Il faut peut-être attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ces contrôles n'ont pas pour seul intérêt de passer devant un gendarme et un policier tranquillement. C'est surtout la protection des utilisateurs, des conducteurs, des passagers de ces véhicules-là. Bon, donc c'est la sécurité de chacun. Je pense qu'il faut que vous nous aidiez à communiquer sur ce fait-là, que c'est surtout la sécurité des uns et des autres qui est en cause ici. Ce n'est pas la tranquillité qu'on recherche en allant chercher sa carte de visite. Bien au contraire, c'est sa sécurité qu'on protège. Sur la deuxième question, bon, là aussi, vous savez, il y a tellement de choses qui se font à gauche et à droite qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas conformes au texte. En l'occurrence, ici, vous parlez des pneus brûlés. Nous allons remonter la difficulté au ministère en charge de ce type de questions. Donc, il y en a deux sur ce type de questions aujourd'hui. C'est le ministère de l'Environnement d'une part et puis le ministère de la Salubrité urbaine d'autre part. Il faut savoir aussi qu'en cas de nuisance, et en l'occurrence ici, il peut y avoir des nuisances, les populations peuvent porter plainte. Ils peuvent porter plainte contre ces personnes-là. Ou au moins faire attirer administrativement l'attention des services qui sont concernés, notamment ceux en charge de la salubrité. Autre question? J'avais cru voir une main levée vers ici. Non? Bon, d'accord. OK. Merci à tous et à mercredi prochain.